Ah, Bonjour à tous, merci d'être présents pour notre webinaire sur les stratégies gagnant-gagnant pour de nouveaux modèles économiques durables de l'économie circulaire. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Laurent Pasquier, cofondateur de C'est qui le patron? Bonjour Laurent. bonjour, bonjour à Bonjour. tous. De Paul-Adrien Ménez, le CEO de Smartway. Bonjour Paul-Adrien. Bonjour. De Lucie Soulard, cofondatrice de Place2Swap. Bonjour Lucie. Bonjour Nadège, bonjour à tous. Et de Arnaud Berger, responsable partenariat de Mobion. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors, comment ça va se passer ce matin? 1h15 ensemble. Je vais vous présenter dans un premier temps les quelques chiffres de Cap Digital. Cap Digital donc, est un collectif représenté par plus de 1000 structures adhérentes, dont 850 PME et start-up, 70 grands groupes, 70 EFR et 10 fonds d'investissement. Nous avons 15 ans d'ancienneté et durant ces 15 ans, nous avons eu la chance de pouvoir accueillir 160 experts et 40 collaborateurs en tant qu'équipe permanente. Sachez qu'en tant qu'adhérent à Cap Digital, l'ensemble de ces experts et de ces collaborateurs sont à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions, pour vous accompagner, pour vous aider à monter un projet ou simplement pour nous dire bonjour, pourquoi pas. En tant que non-adhérent, je vous invite à consulter notre site internet Cap Digital. Je vais vous mettre le lien dans le chat juste après pour pouvoir se renseigner sur l'adhésion, les différents services que nous pouvons mettre à votre disposition. À propos de différents services, sachez qu'au mois de mai, le 18 mai, nous allons également organiser un webinaire de présentation des différents services de Cap Digital et de Business France. Donc, ça sera aussi l'occasion pour vous de savoir ce que nous pouvons vous offrir dans le cadre d'une adhésion. Revenons à nos moutons, donc les chiffres clés 2020. En 2020, nous avons eu la chance de pouvoir organiser plus de 110 événements en distanciel, bien évidemment, et ces 110 événements ont pu accueillir 15 000 participants. Concernant la recherche et développement, donc, nous avons reçu depuis 2006 3136 projets de recherche et développement, dont 1719 projets ont été labellisés et 870 projets ont été financés. À propos de l'accélération, 571 millions levés ont été levés par les entreprises adhérentes du pôle, dont 80% via nos services d'accélération et de R&D. 33% des entreprises du Next 40 sont membres de Cap Digital et 22% des entreprises de French Tech 120 sont membres de Cap Digital également. À propos de la transformation numérique, donc nous avons eu la chance de pouvoir faire des mises en relation qualifiées entre start-up et grands comptes, dont 100, plus de 100 cette année, ainsi que 100 projets d'open innovation ont été menés par le pôle depuis 2015. Dernière slide, et après je vous présenterai la plateforme pour la bonne prise en main et pour le bon déroulement de cette petite matinée. Donc les chiffres européens, 42 projets européens dans lesquels le pôle a été impliqué depuis sa création, dont 12 projets sur l'année 2020 et 230 structures sont partenaires de Cap Digital sur la scène européenne. J'en ai terminé pour les quelques chiffres clés. Présentation de la plateforme, très rapidement. Sur votre droite, vous avez plusieurs onglets, l'onglet chat et l'onglet questions. L'onglet chat vous sert à vous saluer, comme l'a fait Laurent à l'instant et comme le fait Laurine. Bonjour à tous, vous pouvez très bien vous saluer sur cette plateforme. Nous remonter éventuellement un problème technique, sur un problème de son, sur un problème de slide qui ne passe pas. Sachez que je n'ai malheureusement plus de caméra sur mon ordinateur, donc ce n'est pas un problème technique, c'est simplement c'est un problème technique, mais pas de la plateforme, c'est simplement chez moi qu'il y a le souci. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à ça et je m'excuse de ne pouvoir m'adresser à vous directement en visio. Second onglet, l'onglet questions, qui sera utilisé uniquement pour pouvoir poser vos différentes questions aux interlocuteurs. Donc, comment ça va se passer ? Notre expert va prendre la parole, va dérouler sa présentation et suite à ça, on répondra à l'ensemble de vos questions. Donc, 4 interlocuteurs, 4 sessions.
Voilà, j'en ai terminé avec toutes ces petites explications. Je vais enfin laisser la parole à Laurent qui va nous parler donc de consommation responsable, comment construire un business model durable pour permettre de garantir la performance de chaque maillon et donc la pérennité de la filière. C'est à vous, Laurent. Merci. Merci beaucoup, Nadège, et bonjour, bonjour à tous de nouveau. Donc, je vais vous présenter ce thème à travers l'exemple de C'est qui le patron, dont je suis cofondateur. Voilà. Alors là, vous avez un florilège de produits qui sont sortis depuis le lancement de C'est qui le patron en 2016. Vous voyez que ça, on connaît beaucoup le lait, qui est en haut à gauche là, mais il y a bien d'autres produits qui ont été lancés depuis. On y reviendra à la fin. Alors, le point de départ, c'est quoi? C'est on a à un moment donné une défiance générale du consommateur qui est arrivée petit à petit à travers différentes crises, notamment dans le domaine de l'alimentaire, et donc une relation entre les fabricants et les consommateurs qui est devenue assez mauvaise, on va dire. Ça a été augmenté par la guerre des prix. La guerre des prix, donc, elle est faite au nom du pouvoir d'achat des consommateurs, mais elle touche derrière, évidemment, les plus faibles. Donc, d'abord, les agriculteurs, comme vous le savez, qui sont pour beaucoup en grande difficulté. Et puis ensuite, ça remonte la chaîne de la filière. Les PME sont touchées. Il y a eu quand même pas mal de fermetures de PME dans ces dernières années. Et puis même les distributeurs ont du mal parce que cette guerre, elle nuit finalement à tout le monde, sauf aux consommateurs qui en profitent, mais elle impacte la durabilité du système. Qu'est-ce qui a permis aussi à C'est qui le patron de se développer? Évidemment, les moyens de communication, parce que si on n'avait pas eu cet essor et cette généralisation des réseaux sociaux notamment, on n'aurait pas pu, avec si peu de moyens, lancer cette aventure. La communication s'est énormément faite par les réseaux sociaux et puis aussi par la presse, comme vous le savez. Et on arrive à un moment donné où tout ça, après plusieurs années, la défiance générale des consommateurs, elle démarre déjà dans les années 2000. Elle monte en flèche, notamment quand il y a la crise de la viande de cheval. La guerre des prix, elle existe depuis 2007 à peu près, où elle est vraiment intensive. Et tout ça, ça monte, et puis on arrive à finalement une défiance qui se généralise au-delà de la partie alimentaire et qui touche les institutions. On en arrive derrière à ce que j'appelle la révolution citoyenne qui démarre pour moi en 2017, avec notamment le dégagisme politique, etc. Et cette révolution citoyenne, fort heureusement, elle est de velours, comme on dit. Mais c'est un vrai rouleau compresseur. Elle est initiée par les millennials, toute cette génération qui n'avait pas 20 ans en l'an 2000. Et je pense vraiment, nous on est persuadés que c'est un mouvement de fond et qu'il faut l'accompagner. Alors, qu'est-ce qu'on a proposé et qui a permis le lancement de C'est qui le patron? Tout d'abord, c'est de co-construire avec les consommateurs. C'est-à-dire vraiment que les consommateurs deviennent une partie prenante dans la chaîne, parce qu'on avait évidemment les transformateurs avec les producteurs, les distributeurs qui étaient partie prenante, mais les consommateurs ne l'étaient pas. Avec ce qu'on propose dans C'est qui le patron, le consommateur devient vraiment acteur de la création du produit et s'approprie le produit. Et tout ça, si on le fait, ce n'est pas un panel, il faut le faire sincèrement et vraiment mettre les consommateurs en situation de décider de façon avisée. Et vous verrez après, dans le slide d'après, comment on s'y prend, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc ça implique d'avoir une sincérité dans ce qu'on fait et donc de vouloir faire des produits durables. Parce que ce n'est pas acceptable, évidemment, pour un consommateur de faire les choses à moitié, de faire des sortes de coups d'essai. Le but est vraiment de construire quelque chose, pas juste de faire une offre, quoi. Ensuite, il faut être complètement transparent avec le consommateur. C'est essentiel. La confiance doit être totale entre les consommateurs et nous. On est nous-mêmes des consommateurs, d'ailleurs. Donc, c'est vraiment une entreprise
qui doit se faire en synergie avec tous les acteurs. Et puis, il faut le faire de façon bienveillante, hein. Toute proposition doit être accueillie de manière bienveillante, et écoutée et en tenir compte au maximum possible. Et tout ça, ça conduit à sortir de cette situation dont on est le complice, parce que finalement, à rien faire, on laisse la situation en place où on est, en tant que consommateur, seul à profiter de la situation, de cette guerre des prix dont j'ai parlé, et qui impacte la filière, et qui est pourtant une filière d'excellence en France. Donc, c'est vraiment dommage. Alors, le principe de participation des consommateurs chez C'est qui le patron, c'est un questionnaire à choix multiples qui aborde l'ensemble des sujets du produit. Et ça, c'est assez nouveau parce qu'en marketing traditionnel, on se focalise sur une cible et sur un thème particulier. Parce qu'en rayon, on sait que seulement un thème permet d'accrocher l'œil et que la décision d'achat est très rapide. Là, bien avant la vente, puisqu'on est même avant la création des produits, on a ce questionnaire à choix multiples. Donc là, j'ai mis l'exemple du lait qui a été lancé en octobre 2016. Le questionnaire était à l'été 2016. Et vous voyez que différents thèmes qui sont abordés, donc la rémunération des producteurs, l'origine du lait, le pâturage, l'alimentation des vaches, l'origine même des fourrages pour alimenter les vaches, et même l'emballage. Voilà. Donc, toutes les questions sont abordées avec quelques explications, et avant que le questionnaire puisse être mis en ligne, il y a toute une étude qui est faite auparavant qui permet d'estimer le prix. Hein, vous voyez le 0,99 en haut à droite, qui est le prix conseillé du produit issu des votes, puisque là, vous avez les réponses qui ont été votées en 2016, mais le questionnaire démarrait à 0,69, à 69 centimes, et ensuite, c'est le consommateur en votant qui a fait monter le prix, et donc il y a un arbitrage qui est fait par le consommateur entre les propositions qui ont plus ou moins de valeur pour lui, en fonction des consommateurs, et le prix donc, qui est en face. Est-ce que la proposition de valeur mérite le prix qu'on va y mettre? Et cet arbitrage est fait donc en ligne, et on s'aperçoit que tout ça est converti derrière en achat, ce qui est très nouveau, puisque auparavant, avec le système de questions posées régulièrement à des panels, l'ensemble des informations n'étant pas présentes, le consommateur n'est pas apte à faire des choix arbitrés. Voilà. Alors, comment fonctionne C'est qui le patron? Donc, il y a sur la partie gauche donc, deux sociétés, hein, une SAS traditionnelle, et puis cette SAS est soumise aux décisions d'une SCIC, une société coopérative d'intérêt collectif, qui s'appelle la Société des consommateurs, et qui va à la fois décider sur les produits, sur tous les problèmes qu'il peut y avoir, et qui va contrôler que tout est bien fait correctement. C'est qui le patron a en charge toute la partie expertise et contractuelle. Et donc, sur la partie droite, vous avez la filière, hein, producteur, transformateur, distributeur. Et donc, cette filière, elle ne change pas. Hein, la marque C'est qui le patron est sous licence, en fait. Hein, et donc, il y a 5% du prix voté conseillé qui revient à chaque vente de produit, hein, à C'est qui le patron, pour effectuer l'ensemble des missions que vous voyez listées ici, entre les deux sociétés. Les flèches représentent le flux d'argent. Évidemment, les donneurs d'ordre, c'est le sens inverse des flux d'argent. Alors du coup, ressortent les valeurs de la communauté, parce que la communauté est en confiance, la communauté peut vraiment s'exprimer, et donc vous voyez ces valeurs qui sont finalement derrière les valeurs attribuées à la marque, mais c'est des valeurs que les consommateurs ont indiquées par leur vote. Alors le partage, hein, très fort dans les votes, 90% des votes sont pour une rémunération équitable pour les producteurs. Le local ressort beaucoup, le respect de l'environnement, le bien-être animal énormément, puis la qualité, on veut quand même aussi des produits de qualité. Tout ça en arbitrant avec le prix, hein, comme je vous l'ai dit. Et ce qui est très fort, c'est que ces valeurs-là deviennent les valeurs de la marque derrière, au-delà des valeurs de produits.
Alors, petit historique rapide pour vous montrer que tout n'a pas été si facile, même si à partir de 2016, ça a déroulé vite. Hein. C'est en 2013 qu'on a conçu le projet avec Nicolas Chaban. Et puis, en janvier 2016, Carrefour s'est dit prêt à soutenir le projet. On a vite rencontré un transformateur, en l'occurrence LSDH. Il s'est trouvé qu'il y a une grosse crise du lait en 2016 qui nous a beaucoup aidé. Hein, quand on est entrepreneur, il faut savoir aussi profiter de moments plus chanceux, on va dire, même si ce n'était pas chanceux pour les producteurs. Le questionnaire a été voté fin septembre 2016. Le 17 octobre, la première brique de lait était dans les rayons. Il y a eu une rapidité incroyable à la fois du transformateur et du distributeur, tellement le projet était emballant pour tout le monde. En 2017, 4 nouveaux produits, 5 distributeurs nouveaux sont arrivés pour vendre le lait. Voilà, le 2018, c'est la 3e marque du rayon. Il y a 9 nouveaux produits. On passe le 100 millions de litres vendus en 2019. En 2020, on arrive en RHF et à ce jour, on a vendu plus de 200 millions de litres de lait. Il y a 17 distributeurs, 12 000 points de vente, 16 millions d'acheteurs selon Nielsen, 30 références et 9 pays engagés. Et puis, on est en train de mettre en place l'ouverture des cahiers des charges pour que d'autres fabricants puissent utiliser en tant qu'ingrédient des produits C'est qui le patron en respectant l'intégralité du cahier des charges voté et en acceptant les contrôles, y compris les consommateurs. Et pour illustrer cet élargissement aux autres pays, voilà les 9 pays, dont la France, et puis un certain nombre de produits qui sont sortis dans les pays que vous voyez là listés. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie beaucoup. Alors... Merci beaucoup, Laurent. Donc, on a une question de Yann. Pourquoi un montage juridique avec une SAS et une SCIC? Tout le projet ne pouvait pas tenir dans une SCIC? Alors, c'est très, très courant et les avocats, ce que les avocats nous ont expliqué au moment où on a mis en place la structure, une SCIC est quasiment toujours adossée à une SAS pour des raisons techniques que je ne peux pas détailler là. Mais il est bien évident que de par le contrat qui est passé entre les deux sociétés, à partir du moment où la SCIC viendrait à être en défaut d'accord avec la SAS, la SCIC pourrait immédiatement couper la SAS en ne reconnaissant pas comme légitime ce qu'elle fait. Donc il y a une dépendance très forte entre les deux sociétés. Et plus qu'une dépendance, c'est surtout la SAS qui est sous dépendance de la SCIC. Voilà. Merci beaucoup, Laurent. Une question de Arnaud. Le distributeur fait-il un effort aussi sur la marge pour faciliter la distribution et la marge au producteur? Alors, le distributeur est libre de sa marge et nous-mêmes, on ne connaît pas exactement la marge du distributeur. On fait des estimations au moment où on conçoit le questionnaire, mais le prix de vente du produit manufacturé par le fabricant au distributeur, on ne le connaît pas. C'est pour des raisons de droit de la concurrence. Si on le connaissait, on se mettrait on pourrait être attaqué par les autorités de la concurrence. C'est très important, c'est dans les constitutions de l'Europe, hein, grosso modo. Enfin, très important de respecter ce droit-là. Donc voilà, la filière fonctionne comme auparavant, hein, et le fabricant et le distributeur sont libres de s'entendre entre eux. Le fabricant n'a pas intérêt à vendre trop peu cher puisqu'on nuirait à la durabilité. Puis le distributeur, après, à lui, il faut qu'il essaye de jouer le jeu. Hein. Il y a quand même la pression des consommateurs qui fait qu'en général, il joue le jeu. Parce que les consommateurs, ce sont ses clients. Merci, Laurent. Une autre question de Pauline. Est-ce que le cahier des charges est différent de celui du label Fairtrade? Alors, on est très proche sur la partie équitable. Hein. Après, là, ce qui est différent, c'est toute la partie
qui ne concerne pas l'équité, donc sur la qualité du produit, où là, il n'y a rien indiqué dans Fairtrade. Mais nous, dans ce qui est voté par les consommateurs, sur le lait par exemple, il doit y avoir du pâturage, il y a du fourrage local, il n'y a pas d'OGM, pas d'huile de palme dans l'alimentation des vaches, enfin, toutes ces choses-là. Puis là, c'est que pour le lait, vous pouvez aller voir facilement sur le site internet lamarqueduconsommateur.com l'ensemble des votes de tous les produits, c'est qui le patron. Il y a une vingtaine de produits. Voilà. Vous verrez qu'il y a plein d'autres thèmes que la partie équitable. Mais sinon, sur la partie équitable, on est aligné. Merci Laurent. Question de Arnaud. Quels seraient selon vous les points d'amélioration du mouvement? Les points d'amélioration du mouvement. Écoutez, il faut qu'on continue à progresser sur l'indépendance de la SCIC. Par exemple, moi, je suis encore président du conseil d'administration de la SCIC. Ou plus tôt possible, et dès qu'on arrivera à faire monter en puissance, on a 10 000 adhérents à la SCIC, 10 000 sociétaires. Ils ont chacun une part. Et petit à petit, on ouvre le conseil d'administration à des nouveaux sociétaires. L'objectif, c'est qu'un sociétaire soit président à terme. C'est vraiment là qu'on aura atteint l'objectif de la SCIC. Merci beaucoup Laurent. On va prendre une dernière question et on laissera la parole à notre prochain intervenant pour que chacun puisse justement exposer sa vision. Laurent répondra à l'ensemble de vos questions directement dans l'onglet questions, ne vous inquiétez pas. Donc pour la dernière question d'Isabelle, quel a été le retour pour les agriculteurs? Combien d'exploitations ont été sauvées et impact sur les acteurs de la chaîne? Alors, quand on construit un questionnaire, on le fait avec les producteurs et avec les fabricants, les transformateurs. Et donc, toute la partie distribution de valeur est prévue avec eux. Jamais un questionnaire n'est lancé en ligne sans que l'ensemble de ces parties prenantes soient d'accord avec le questionnaire. C'est-à-dire que si jamais on n'arrivait pas à résoudre l'équation de la répartition de la valeur avec un prix acceptable par les consommateurs en rayon, ça veut dire qu'il vaut mieux pas lancer le produit. En l'occurrence, sur le lait, par exemple, à l'époque, on a lancé le lait en 2016. La rémunération des producteurs était autour de 28 centimes du litre. Et on a même passé un accord avec une coopérative qui était dans le désarroi le plus total et qui était à 21 centimes du litre. Et les votes des consommateurs ont exigé effectivement une certaine qualité, mais la rémunération prévue est de 39 centimes. Donc, vous voyez l'écart qu'il y a pu y avoir pour ces producteurs, et c'est cette cinquantaine de producteurs, c'est une centaine de personnes, oui, c'est une cinquantaine d'exploitations et une centaine de familles qui ont été sauvées parce qu'à 21 centimes, ils étaient en train de sombrer tous. Ils allaient mettre la clé sous le paillasson à l'automne, là, justement, quand on a lancé, c'était le dernier espoir. Et donc, ces 100 familles ont été sauvées. Et depuis, il y a des centaines d'autres producteurs qui ont pu voir leur rémunération augmenter par une plus juste répartition de la valeur. Voilà. Donc, l'impact très fort pour les producteurs grâce aux consommateurs. Merci beaucoup, Laurent. Comme indiqué, Laurent répondra aux autres questions qui se situent dans l'onglet questions par écrit. Et si on a un peu de temps à la fin, on reprendra peut-être toutes ces questions pour que vous puissiez également rentrer en détail. Parfait. Merci beaucoup, Laurent. Merci pour tout, pour votre expertise. On va maintenant laisser la parole à Paul-Adrien de Smartway pour nous expliquer comment réduire le gaspillage en augmentant sa rentabilité. Bonjour Paul-Adrien, c'est à vous. Bonjour Nadège, merci beaucoup.
Alors, on va effectivement parler gaspillage alimentaire et principalement dans la grande distribution alimentaire, puisque l'entreprise que j'ai cofondée il y a 9 ans est exclusivement orientée autour de la grande distribution alimentaire pour faire rimer anti-gaspillage alimentaire avec rentabilité. Donc, la société s'appelle Smartway. Avant, elle s'appelait Zéro Gâchis. On l'a renommée pour pouvoir travailler sur les marchés européens de manière beaucoup plus simple. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a inventé le Food Waste Management System, qui est l'ensemble de la suite logicielle nécessaire pour réduire au maximum ces déchets. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde entier, il y a à peu près 24% des surfaces agricoles qui sont gaspillées. 800 millions de personnes sont dans le besoin. Et au milieu de tout ça, plusieurs acteurs, l'industrie agroalimentaire, le transport, la grande distribution et nous, les consommateurs, qui sommes d'ailleurs les plus grands pourvoyeurs de gaspillage. Mais ce qu'on a souhaité faire avec Smartway, c'était de travailler au niveau de la grande distribution alimentaire, qui représente seulement 14% de tout le gaspillage alimentaire au niveau mondial. Donc c'est peu par rapport à d'autres acteurs, mais on avait dans l'optique de créer quelque chose de durable, et de durable notamment économiquement. Si on doit payer pour réduire son gaspillage alimentaire, ça va pas se faire de manière durable dans le temps. Et on sait que la grande distribution sait compter, et que le troisième poste de dépense dans la grande distribution, c'est le gaspillage. Donc on a décidé de développer tous les outils qui permettent à une grande surface de réduire au maximum ses déchets et d'optimiser sa rentabilité pour que le mécanisme soit utilisé jour après jour. Donc, le Food Waste Management System, c'est 4 étapes qui permettent d'optimiser du coup la chaîne de distribution de gaspillage alimentaire. La première étape, c'est la détection. Il faut trouver les produits dans les rayons, tous ceux qui arrivent en fin de vie, pour ensuite pouvoir prendre une décision sur la meilleure manière de les sauver. Il existe plusieurs filières de revalorisation. La première qui est la partie discount, donc le fait d'appliquer une remise sur un produit pour en accélérer la vente sur les 2-3 derniers jours de vie du produit. Il est également possible de faire du don alimentaire. C'est une seconde filière qui permet au Resto du Cœur ou aux banques alimentaires de récupérer des produits contre un crédit d'impôt octroyé par l'État et qui permet ensuite de le redistribuer à des bénéficiaires qui n'ont pas suffisamment de moyens pour aller eux-mêmes faire leurs courses. Il y a d'autres filières qui existent, notamment des box comme Too Good To Go, dont vous devez sûrement avoir déjà entendu parler. Il y a aussi de la revalorisation animale. Alors, on l'aime un peu moins celle-ci parce que ça veut dire qu'on n'a déjà pas réussi à nourrir les hommes et les femmes avec la nourriture. Donc, à nos yeux, ça reste du gaspillage. Donc voilà, je vais vous détailler un petit peu toutes ces solutions avec un petit travail d'abstraction puisque forcément, c'est très orienté GSA. La GSS a sûrement son propre Food Waste Management System, alors plutôt le Waste Management System que le food d'ailleurs, et d'autres industries peuvent également l'avoir. Mais du coup, je vais vous le détailler tel qu'il est aujourd'hui utilisé dans plusieurs centaines de grandes surfaces en France, mais aussi à l'étranger. La première étape, c'est Smart Detection. C'est notre outil qui permet de localiser rapidement les produits en fin de vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que les dates limites de consommation ne sont pas encodées dans les codes barres des produits. Ce qui fait que tous les matins, dans les grandes surfaces, l'ensemble du personnel va vérifier à l'œil nu chacun des produits pour vérifier ceux qui sont en fin de vie. Avec notre système, on a géolocalisé l'ensemble des produits du magasin, on leur a associé une date, et on est capable de dire à n'importe quel employé, tiens, toi, tu vas vérifier les yaourts, pas de problème. Il y a un produit dans l'allée numéro 12, gondole numéro 8, qui est à aller vérifier. La gondole numéro 4, juste à côté, c'est pareil. Et en fait, ils vont contrôler seulement 3,5% des produits du rayon, au lieu de 100%. Ce qui fait qu'ils vont gagner beaucoup de temps, ils vont aller beaucoup plus vite sur le contrôle date, et on est sûr que tout soit détecté pour ensuite pouvoir être valorisé. Ce qui est intéressant là-dedans, alors c'est pas forcément le tableau du dessus, mais les chiffres d'en dessous, ce qu'on voit, c'est que dans quasiment 3/4 des cas, Smart Detection améliore le taux de revalorisation d'un point de vente. Le taux de revalorisation, c'est quoi? C'est la formule qu'on essaie de craquer depuis 2012 à la création d'entreprise. La revalorisation, c'est la somme de ce qu'on arrive à vendre en fin de vie, plus ce qu'on arrive à donner, plus éventuellement le chiffre d'affaires qu'on fait sur des box comme Too Good To Go, le tout divisé par la casse. La casse, c'est l'ensemble des produits qui ne sont pas vendus à 100% de leur prix dans la grande distribution alimentaire. Donc, plus on va augmenter le chiffre d'affaires, plus on va augmenter les dons, plus on va augmenter les box, plus on augmente ce taux. Et plus on diminue la casse, plus on augmente ce taux également. C'est magique. Donc, en gros, c'est mathématique. Donc, en gros, ce qu'on essaie de faire depuis le démarrage, c'est de trouver toutes les applications qui permettent d'optimiser ce taux. Et on voit que là, dans 3/4 des cas, on arrive à augmenter de 11% en moyenne le taux de revalorisation, simplement en améliorant la détection des produits en fin de vie. Deuxième étape, je ne vais pas parler de la décision, je vais revenir un peu derrière parce que c'est plus complexe. La partie Smart Discount, donc là, c'est l'impression d'étiquettes remisées en quelques secondes.
C'est un système qui reconnaît l'ensemble des articles du magasin, qui va, avec une imprimante connectée, générer de nouvelles étiquettes avec du prix initial barré, prix final, pourcentage de remise, et un nouveau code barre qui va permettre de gérer la traçabilité en caisse. C'est très rapide, voilà, ça prend pas de temps. L'idée, c'est encore une fois, c'est le fil rouge derrière toutes nos applications. C'est un gain de temps pour les équipes. Si elles gagnent du temps, elles vont utiliser nos solutions et on sait que nos solutions optimisent la gestion du gaspillage et donc font gagner de l'argent. Et si ça fait gagner de l'argent à un distributeur ou à n'importe qui, eh bien, généralement, on continue à le faire. Donc voilà, un système qui met à jour les stocks pour réussir à optimiser les commandes au fur et à mesure. On peut paramétrer les pourcentages de remise. Il y a plusieurs systèmes qui existent et qui sont assez similaires aux nôtres. Smart Donation, c'est le tout dernier sorti. Là, l'idée, c'est de sécuriser et de faciliter le don alimentaire, parce que le don alimentaire peut être compliqué au niveau administratif. Alors déjà, il y a tout un tas de règles sur ce qui est donnable ou pas donnable. Et donc, du coup, on a embarqué une intelligence artificielle qui détecte tout de suite si un produit est donnable ou pas donnable. En réalité, elle arrive à détecter seulement 87% des produits qui passent devant. Ce qui fait que les 13% restants, on estime qu'ils ne sont pas donnables. Comme ça, le magasin n'est exposé à aucun problème juridique. L'idée, c'est de pouvoir scanner l'ensemble des produits à étiqueter, puis ensuite l'association arrive, on signe sur le terminal pour faire le transfert de responsabilité. L'ensemble, donc les parties, le magasin et l'association reçoivent des attestations quotidiennes de dons pour le transfert de responsabilité, et on génère automatiquement les reçus CERFA pour faire les déclarations d'impôts. Pas besoin d'imprimer du papier, pas besoin de découper les prix d'achat sur l'exemplaire qu'on va laisser à l'association, pas besoin d'archiver ça pendant 6 ans, de générer à la main tous les reçus CERFA. Tout est fait automatiquement. Encore une fois, l'idée, c'est d'accélérer l'adoption et de sécuriser le don alimentaire. La dernière, oui, ça, c'est pas la peine. La partie Smart Decision, c'est le gros du morceau, c'est ce qui est en plein milieu et c'est ce qui est le plus complexe à faire quand on a les pieds sur le carrelage, en plein milieu de son rayon et qu'on essaie de trouver la meilleure manière de sauver chacun des produits. Historiquement, les magasins faisaient soit de l'étiquetage date courte, soit du don alimentaire. Ils ne faisaient pas les deux, c'est culturel. Donc, quand on devait prendre une décision et qu'on avait 10 paquets de yaourt à sauver, soit je mets des étiquettes moins 30% sur mes 10 yaourts et j'espère que ça va se vendre, soit je les mets au don alimentaire. Si jamais il y a une association qui passe aujourd'hui, tant mieux, sinon je la mets de côté pour demain. C'était comme ça. On a réussi à professionnaliser les choses avec nos compétiteurs, tant Phoenix et Commerceau, qui sont les deux plus grands acteurs là-dessus en France avec nous, et de professionnaliser les filières en disant à un magasin, en fait, tu vas jamais réussir à tout vendre. Ou alors, il faut forcer un pourcentage de remise très, très fort, et c'est une connerie, économiquement parlant. Soit tu vas essayer de tout donner, mais tu n'y arriveras pas parce qu'il y a des produits qui ne sont pas donnables aux yeux de la loi. Typiquement, les pâtisseries à base de crème pâtissière, la viande hachée, les crustacés, il y a énormément de produits de l'alcool qui n'est pas donnable. Donc, l'intérêt, c'est d'avoir les deux filières et d'arriver à arbitrer intelligemment la meilleure manière de les sauver. Et donc, pour ça, on a développé Smart Decision. C'est une intelligence artificielle qui a été lancée en France en 2019, qui permet de prescrire la meilleure manière de sauver chacun des produits en fonction de pas mal de critères, comme la météo, quelles vont être les chances de revendre un paquet de yaourt à moins 30%, 10 paquets de yaourt à moins 35%. Est-ce qu'on est un lundi ou un jeudi? Ce n'est pas forcément les mêmes comportements d'achat. Est-ce qu'une association vient aujourd'hui? Si elle vient, quel est le nombre de produits minimum dont elle a besoin pour rentabiliser sa tournée? Parce qu'elle vient chercher des produits. Si elle récupère 2 paquets de jambon et 3 yaourts, elle ne reviendra peut-être pas le lendemain. Ce qui fait qu'on aura cassé une filière de revalorisation. Ce qui fait que le lendemain, il va falloir forcer des pourcentages de remise plus forts et donc baisser la rentabilité côté Food Waste Management System. Voilà, il y a tout un tas de critères. Évidemment, le taux de marge, je vais revenir dessus juste après, qui sont pris en compte et qui fait que chaque jour, l'ensemble des décisions à prendre sont prises de la meilleure manière possible et sauvent au maximum la valeur économique, mais aussi ce qu'on appelle nous la casse nette, c'est tout ce qui finit à la poubelle en finale, qu'il y en ait le moins possible. Pour avoir une bonne approche, je n'ai pas une vue sur le temps, je ne sais pas combien de temps j'ai pris jusqu'à présent pour voir s'il faut que j'accélère ou pas. Je ne sais pas si Nadège, tu as les chronos. Si tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Ok, cool. Merci. En gros, en tant que distributeur, on va essayer de respecter un certain volume de produits à sauver. La partie étiquetage date courte, c'est 60% à peu près. Pourquoi? Parce que c'est simple. C'est un métier que la distribution connaît. Mettre des remises, laisser les produits en rayon ou les isoler dans un autre rayon, faire de l'encaissement, c'est quelque chose qui est simple. En revanche, tout ce qui est panier surprise, donc Too Good To Go par exemple, ou les dons alimentaires, c'est un peu plus complexe. Dons alimentaires, pourquoi? Parce qu'il faut qu'une association vienne, et si elle vient avec 2 glacières dans une voiture ou si elle vient avec un camion réfrigéré, on ne peut pas sauver le même nombre de produits.
Panier surprise, ce qui est un peu complexe, c'est qu'il faut mettre et constituer des paniers avec un cahier des charges qui est différent selon les applications qui existent. Et ensuite, il va falloir aller chercher les paniers qui sont laissés en chambre froide ou dans un frigo quand le consommateur arrive à l'accueil. Donc, c'est plus complexe en termes de logistique, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de produits qui sont basculés sur cette filière de revalorisation, bien qu'encore une fois, je le dise, elle soit très, très importante. Et la revalorisation animale qui est seulement sur 10%. Là, c'est l'ensemble des produits qu'on ne se verrait même pas nous consommer. Donc, à quoi bon essayer de les vendre ou de les donner les banques alimentaires ne sont pas les poubelles de la grande distribution. Donc, on va plutôt les basculer sur un autre circuit qui est celui de la revalorisation animale, donc pour les donner à manger à des zoos, des fermes, des louvetiers, peu importe. En tout cas, que ce ne soit pas jeté à la poubelle. Donc ça, c'est la répartition en volume. Maintenant, je vais vous donner une vue sur l'approche en valeur. Je vous parlais tout à l'heure du fait que pour nous, l'enjeu du gaspillage alimentaire doit se faire en faisant gagner de l'argent, puisque sinon, il ne sera pas durable dans le temps. On voit ici les différentes filières qui sont détaillées. Alors, je vais passer très vite dessus, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on fait de l'étiquetage, on arrive à préserver 69% de la valeur à 34%, parce que certes, on a un crédit d'impôt, mais on va devoir faire une réintégration extra-comptable pour payer de l'IS sur ce crédit d'impôt. Quand on fait du panier anti-gaspi, étant donné qu'on force des pourcentages de remise de l'ordre de moins 70%, on va encore une fois casser un peu les marges et avoir une valeur nette de 30%. Donc on voit que l'étiquetage est 2 fois plus rentable que le don, qui est lui-même un peu plus rentable que les paniers anti-gaspi. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est simplement démocratiser ce savoir et faire en sorte que l'ensemble des équipes dans tous les magasins avec lesquels on travaille puissent l'utiliser à bon escient et s'assurer que les bons produits soient sauvés au meilleur taux de rentabilité possible. En plus de ça, il y a des lois, la loi Egalim par exemple, qui contraint et restreint les distributeurs à appliquer certains pourcentages de remise maximum en fonction du type de date, entre les DDM et les DLC par exemple. On va avoir, comme je le disais tout à l'heure, des disparités. Certains produits, par exemple, je prends les poissons, les croûtons qui sont parfois dans ce rayon sont sur de la DDM, mais sinon c'est de la DLC. De la DLC, on a quasiment tous les fromages, sauf les fromages frais lactiques, non affinés, par exemple de la mozza ou du chèvre frais. Ce sont des règles qui doivent être maîtrisées pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et en réalité, on le sait tous, le temps que les équipes ont le matin pour optimiser le gaspillage alimentaire et la lutte contre le gaspillage, il est tellement peu conséquent qu'en fait, ils n'ont pas le temps de maîtriser tous ces sujets-là sur le bout des doigts, sans parler du turnover. Pareil, j'en parlais tout à l'heure, il y a des produits qui sont donnables, d'autres produits qui sont interdits au don. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tous les mois, les équipes des magasins suivent des formations pour savoir exactement quoi faire pour sauver les produits. Et malheureusement, il y a du turnover, ce qui fait que tout n'est pas forcément bien suivi au quotidien. Donc, pour répondre à tout ça, on a lancé Smart Decision, une IA qui prescrit la meilleure décision possible. Par exemple, je vais avoir 10 paquets de yaourt à sauver, j'indique la quantité de 10, je scanne le produit, et automatiquement on me dit, on te propose d'en mettre 7 à moins 35% et d'en donner 3. Je clique sur valider, ça m'imprime 7 étiquettes avec Smart Discount, et les 3 autres sont passés sur une liste de dons qui est gérée avec Smart Donation. Ce qu'on voit en réel, c'est que ce système-là augmente à la fois le nombre de produits vendus en date courte, donc le chiffre d'affaires sur les produits remisés, et augmente en même temps le don. Ce n'est pas l'un en détriment de l'autre. C'est vraiment une meilleure prise de décision qui augmente, donc là, dans cet exemple-là, de 22% les prix de vente TTC des produits remisés et de 17% la valeur du don en prix d'achat hors taxe. Donc c'est vraiment juste du mieux au sens large. Les business cases, je vais passer dessus. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'évidemment, les distributeurs gagnent de l'argent là-dessus, et ce qui est très bien, puisqu'encore une fois, la logique de durabilité dans ce modèle économique se fait seulement si tout le monde y gagne. La planète, les consommateurs, les associations, les distributeurs qui sont au centre de tout ça, et notre entreprise, bien sûr. Donc, avant nos solutions, par exemple, dans un magasin qui fait 110 millions d'euros de chiffre d'affaires, le magasin arrive à peu près à sauver 12% de ses produits. Avec Smart Discount, donc simplement de l'étiquetage et un peu de statistiques, on arrive à passer le système à quasiment 50%. Et on va au-delà avec la partie intelligence artificielle. J'avais prévu quelques annexes, mais je vais plutôt passer rapidement dessus pour garder un peu de temps pour les questions-réponses. Bon, voilà, si vous êtes intéressé des magasins, des enseignes, ou même sur d'autres, la GSS par exemple, on peut essayer de voir comment est-ce que le modèle peut s'adapter. En tout cas, on a plusieurs simulateurs qui sont validés avec un petit tampon de Ernst & Young EY pour avoir une vue réelle sur ce qu'on peut faire gagner au magasin. Dans tous les cas, on ne s'engage pas tant qu'on n'a pas réussi à avoir une vue sur le gain escompté. Merci beaucoup, je vais pouvoir prendre quelques questions.
Merci Paul-Adrien. Donc, une première question de Sébastien. Comment Smartway s'articule avec Phoenix? Merci Sébastien, très bonne question. Ce que je disais tout à l'heure à Lucie, c'est qu'on a travaillé longuement avec Phoenix avant de comprendre que nos valeurs n'étaient pas totalement alignées. Du coup, on a décidé de séparer les deux structures. Aujourd'hui, on est deux compétiteurs, on est en compétition. Certaines enseignes vont préférer choisir Phoenix parce qu'ils ont un accompagnement terrain qui est très très important. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez Phoenix, un Customer Success Manager va gérer 15 à 20 magasins dans toute sa vie. Donc, du coup, tous les mois, ils vont passer voir les magasins, prendre du temps avec les équipes, les mobiliser. Donc, ça fonctionne très, très bien dans des enseignes qui arrivent difficilement à manager leurs équipes, versus nos solutions qui sont beaucoup plus orientées sur de la tech, où là, on va être sur une montée en autonomie des équipes. On va leur donner les outils qui vont leur permettre de faire leur métier. Donc, c'est deux approches très différentes. Je peux même parler de Commerceau, qui est aussi le troisième compétiteur dans le triptyque, on va dire. Commerceau, ils ont une approche qui est très orientée autour du don alimentaire, et eux, ils vont principalement travailler avec des magasins qui ont peu d'associations aux alentours. Commerceau a une capacité, avec une flotte de camions, à aller récupérer elle-même les produits donnés par les magasins, rentabiliser une tournée en passant dans plusieurs magasins pour ensuite les déposer dans une association. Donc ça répond à un besoin que certains magasins ont, qui n'ont pas tous. Mais avec Phoenix, Commerceau plus Smartway, je pense qu'on a couvert la quasi-totalité des besoins des distributeurs, au moins en France, et qui sont tous, pour la plupart, déjà équipés d'une des trois solutions. J'espère que j'ai répondu à ta question. Merci beaucoup. Une question de Roméo. Est-ce que le service permet un retour d'expérience pour la gestion des commandes en amont, qui est finalement la première étape du non-gaspillage? Merci. Oui, tout à fait. Je vais revenir du coup sur ici. Alors, bon, je ne sais pas si vous voyez le truc avec le... On voit bien, baisser la... Ouais, ok. Ça marche. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, effectivement, comme tu le disais, Roméo, je me permets de te tutoyer, le premier enjeu du gaspillage alimentaire, c'est de limiter les commandes en amont, puisque si on est plus juste au niveau des commandes, forcément, on est plus juste derrière en termes de gaspillage. Nos systèmes permettent de mettre en avant ce qu'on appelle la casse brute, c'est l'ensemble des produits qui n'ont pas été vendus à 100% du prix. Certains systèmes faits maison, par exemple, par des enseignes, ne permettent pas de visualiser cette casse brute. Et donc, du coup, les magasins vont voir qu'ils ont réussi à commander, ils ont commandé 100 paquets de yaourts, ils en ont vendu 100. Du coup, la prochaine fois, ils vont en recommander 102. Sauf qu'en réalité, sur les 100, il y en avait peut-être 5 qui ont été vendus à moins 30%. Le système de caisse, lui, il a vu juste passer à moins 30%, mais il ne sait pas si c'était une remise fournisseur, si c'était un BR2I, si c'était une remise date courte. Donc lui, il se dit juste, j'en ai vendu 100 sur 100. Alors qu'en réalité, s'il y en avait 5 qui ont été vendus en date courte, il aurait fallu en commander 98 la prochaine fois. Notre système, avec les nouveaux codes barres qui sont imprimés sur l'ensemble des produits, permet de rendre visible cette casse brute, puis ensuite de la sauver au maximum. Donc là, on voit dans cet exemple-là, la casse brute, donc l'ensemble des produits qui n'ont pas été vendus à 100% de leur prix, a baissé de 58% en l'espace de quelques mois, tout simplement parce que la casse est rendue visible, et puisqu'elle est visible, le système de commande automatique, tous les enseignes sont équipés de ce type de système et basé sur de l'IA et de l'intelligence artificielle également, permet automatiquement de réduire la casse brute. On le voit ici, je pense qu'on le voit à peu près ici. Bon, là, c'est plus les pertes sèches qui diminuent au fur et à mesure du temps. Mais effectivement, l'objectif, c'est d'être meilleur en amont et en aval. Merci beaucoup. Une autre question de Pauline. Est-ce que le producteur pourrait, avec le distributeur, déterminer le volume de production des produits et ainsi la date limite de consommation avec le distributeur avant la livraison pour éviter le gaspillage? Bonne question, et c'est effectivement l'idéal. Ce qui est compliqué, c'est que le distributeur lui-même a du mal à préparer et à anticiper l'affluence en magasin en fonction de la météo ou autre. Ce qui fait que c'est déjà difficile pour lui de préparer ses commandes et d'avoir les bonnes commandes. C'est un métier. Et donc, du coup, ensuite, il y a le lien avec le producteur. Alors, dans le cas de marque de distributeur, par exemple, LMDD, c'est plus simple puisque c'est à la fois l'enseigne qui gère la production et la distribution. Donc là-dessus, il y a des projets qui sont en cours sur certaines enseignes pour réussir à être au plus juste. Mais dans les faits, c'est assez délicat avec les producteurs au sens large. Donc aujourd'hui, ça fonctionne, ça se fait un petit peu, ça se fait de plus en plus, c'est ce qui est très positif, mais ça ne marche pas encore totalement. Alors, est-ce que le modèle de décision... Vous m'entendez toujours? Oui, Ouais. merci. C'est moi qui ai oublié d'enlever mon micro. Pas de souci.
Je me permets du coup, est-ce que le modèle de Smart Decision peut être utilisé sur d'autres produits que l'alimentaire, le béton par exemple? Alors, c'est une bonne question. Aujourd'hui, non. Smart Decision, c'est une IA qu'on a développée parce que depuis 2014, on captait de la donnée sur l'ensemble des produits qui étaient étiquetés avec nos systèmes Smart Discount et qui étaient vendus ou pas. Cette donnée, j'ai étiqueté tel produit dans un contexte météorologique, calendaire et ainsi de suite, et est-ce que je l'ai vendu, oui ou non? C'est ce qu'on appelle une observation. Et plus on va avoir d'observations, plus on va pouvoir prédire un comportement d'achat par exemple. Aujourd'hui, on a plus on va dire 4 à 5 années d'avance sur nos concurrents parce que cette donnée-là, on l'a depuis 2014 et ce qui nous a permis de la mettre à contribution dans l'algorithme. Pour adapter cet algorithme-là sur un autre secteur, il nous faudrait exploiter énormément de données pour pouvoir seulement ensuite commencer à modéliser un comportement, sans parler de l'expertise métier derrière qui ne s'apprend pas du jour au lendemain. Donc là, dans les faits, non. En revanche, l'approche est similaire. Si, Olivier, vous avez accès à des données pour essayer de comprendre un petit peu d'où viennent les déchets, est-ce que ça vient de la production, est-ce que c'est sur le chantier, est-ce que c'est parce que les packagings sont trop gros, trop petits, pas facilement ouvrables, j'en ai aucune idée, je ne connais pas du tout le BTP. Vous devriez pouvoir réussir à modéliser les choses. Ce qui est sûr, c'est que tout se modélise à des détails des coefficients de sécurité près. On peut être très précis ou pas assez précis ou voilà, suffisamment précis. Mais le tout, c'est d'avoir énormément de données en entrée. Et nous, on n'aura pas les données dans le BTP. On est focus 100% sur la GSA aujourd'hui. Merci beaucoup, Paul-Adrien. Si vous avez d'autres questions, merci beaucoup à vous. Paul-Adrien, il y répondra par écrit dans l'onglet questions sans problème. Nous allons donc maintenant accueillir Lucie, cofondatrice de Place to Swap, qui va nous parler seconde main. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement bien. Eh bien, c'est fantastique. Donc, effectivement, je vais vous parler aujourd'hui d'économie circulaire et plus précisément de la seconde main, mais également, vous verrez, d'un autre cas d'usage, retour entre consommateurs, qui sont dans les deux cas des illustrations de ce que peut être aujourd'hui l'économie circulaire et la manière dont elle doit s'intégrer dans les nouveaux usages des retailers. Alors, lorsqu'on a développé Place to Swap, on est parti de plusieurs constats. Je vais vous donner plusieurs chiffres. Le premier, non des moindres, c'est qu'aujourd'hui, le marché de l'occasion, il croît 24 fois plus rapidement que celui du retail traditionnel. Ce chiffre, il date déjà de 2009. Fort est à parier qu'avec la pandémie, ce sont encore des chiffres qui ont explosé. Un autre chiffre, aujourd'hui, sur un Vinted, on a 23 transactions par seconde. Le marché du luxe d'occasion augmente en moyenne de 10% par an depuis 5 ans. Donc, on est vraiment aujourd'hui non plus dans un épiphénomène, mais dans une lame de fond qui est en train de changer de manière durable la manière de consommer du coup des consommateurs et qui, de fait, va avoir un impact chez les marques qui vont n'avoir d'autre choix que d'anticiper et en tout cas de prendre en main ce marché. Les deuxième élément, c'est le taux de retour. Aujourd'hui, le e-commerce, il n'a fait qu'exploser sur les 12 derniers mois. On a des usages là aussi qui ont évolué avec des consommateurs qui de plus en plus achètent en ligne comme ils achèteraient en magasin en disant je vais essayer plusieurs produits avant de retourner celui qui ne me convient pas. Et donc, on en arrive à certaines aberrations écologiques et économiques. Puisqu'on a dans certains pays, alors c'est pas le cas en France, mais dans un pays comme en Allemagne, jusqu'à 50% des produits qui sont retournés en e-commerce. Et du coup, encore une fois, un usage qui n'a plus beaucoup de sens d'un point de vue écologique et économique et qui nécessite là aussi que les retailers se posent vraiment la question de la manière dont ils vont pouvoir améliorer leur modèle et proposer quelque chose qui est un peu plus durable dans le temps. Et la dernière maillon de la chaîne, c'est celui des invendus, en particulier dans la mode. Donc aujourd'hui, c'est le secteur qu'on connaît le plus parce que c'est là où finalement l'usage de la seconde main est le plus développé, mais également l'une des industries les plus polluantes du monde. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'on a 600 millions de tonnes qui chaque année sont jetées, ce qui là encore constitue une aberration totale et donc qui nécessite vraiment de se poser la question de comment on va traiter tous ces sujets de manière parallèle.
J'ai donné des chiffres marchés, mais également, il y a des comportements à avoir en tête et qui finalement sont liés. Aujourd'hui, on a 60% des Français qui déclarent acheter des produits de seconde main régulièrement. Il faut savoir qu'il y a encore 10 ans, ces chiffres, ils étaient 5 fois moins importants. Aujourd'hui, et en particulier les millennials, on achète vraiment un produit d'occasion comme on achète un produit neuf. La question se pose plus. Voilà, le pari qui est le nôtre et ce qu'on prône aujourd'hui, depuis 5 ans maintenant chez Place2Swap, c'est vraiment ça, c'est de se dire que demain, ça sera tellement évident pour un consommateur d'avoir un produit d'occasion chez sa marque que la question ne devrait plus se poser aujourd'hui et il faudrait, comme cela se fait depuis très longtemps dans l'automobile, qu'un retailer, qu'une marque, qu'un distributeur ait la possibilité d'avoir cette proposition double de produits neufs et de produits d'occasion. Et là aussi, un autre élément qui est un élément vraiment, un changement dans l'état d'esprit et qui a encore été une fois accéléré sur ces derniers mois, c'est que désormais, on regarde vraiment la stratégie d'entreprise, la stratégie RSE des marques avant de faire un achat, que ça devient un critère de choix et que parfois, on fera le choix délibéré de ne pas acheter telle ou telle marque parce que la politique RSE ne nous convient pas. Donc là aussi, c'est quelque chose que les marques doivent prendre en ligne de compte parce que si demain, plus aucun millennial ne souhaite acheter sa marque parce qu'elle n'a pas une politique de traçabilité ou de durabilité ou qu'elle ne prône pas des valeurs qui sont alignées avec leurs attentes, nous, ce qu'on dit tout simplement, c'est que demain, cette marque, elle n'existera plus parce qu'elle n'aura pas suffisamment d'attrait et une proposition de valeur suffisamment forte pour pouvoir continuer à croître. Donc, partant de tous ces constats, nous, on a créé une solution donc, qui s'appelle Place2Swap et qui permet de réintégrer tous ces nouveaux usages dans le modèle économique. Donc, on se présente comme la première plateforme d'économie circulaire intégrée aux marques, avec, vous le verrez par la suite, donc 2 cas d'usage principaux, qui sont donc l'occasion et la gestion des retours. Mais donc, notre promesse, c'est vraiment précisément celle-ci, et notre vision, notre mission depuis le premier jour, c'est celle-ci, c'est accompagner les marques et les retailers dans leur transition vers un modèle plus durable. Pour illustrer cette vision, cette mission qu'on s'assigne, on est certifié B Corp, ce qui est à la fois la traduction et l'aboutissement de ce qu'on fait tous les jours. Nous, on se dit, les marques, aujourd'hui, ne peuvent plus continuer à faire ce qu'elles font depuis des années. Elles ne peuvent plus continuer à produire inconsidérément et sans avoir en tête une notion de durabilité. Et donc, nous, précisément, avec notre solution, on les accompagne dans cette transition pour leur dire devenez plus sustainable et répondez aux nouveaux enjeux. Donc, plusieurs bénéfices à ça. Le premier, j'ai parlé beaucoup du consommateur et de ses nouvelles attentes, mais en réintégrant ce marché et en disant finalement, reprenez ce qui vous appartient, c'est-à-dire vos produits, votre image, vos consommateurs, vos data, accessoirement tous les flux financiers, on leur dit, récupérez la main sur votre consommateur et faites-en des consommateurs forever. C'est-à-dire que plutôt moi, marque, que d'envoyer mon consommateur chez Vinted ou sur Le Bon Coin, je vais proposer dans mon écosystème cette plateforme d'échange qui me permettra déjà d'avoir une expérience beaucoup plus qualitative, brandée à l'image de la marque. Je vais pouvoir lui offrir des services supplémentaires parce que finalement, en tant que marque, j'ai accès à des informations que les plateformes tierces n'ont pas. Par exemple, la fiche produit, la possibilité d'avoir des photos de meilleure qualité. Et au passage, je vais pouvoir lui proposer des bons d'achat ou des points de fidélité qui me permettront donc de le garder dans mon écosystème et d'en faire un consommateur, encore une fois, forever. On garde la main sur la vie du produit tout le long du parcours et on propose vraiment une expérience de A à Z. Donc, le deuxième élément, je l'ai déjà un peu mentionné, c'est vraiment la reprise en main de l'image et des flux financiers. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, l'expérience n'est pas vraiment au rendez-vous sur des plateformes type Le Bon Coin ou Vinted, où ça peut un peu ressembler à la foire à tout. Et encore une fois, la première raison, c'est que ces plateformes n'ont pas accès aux fiches produits et n'ont pas accès aux données consommateurs qui permettent de personnaliser et de rendre l'expérience plus agréable. Et le troisième et non des moindres, j'ai pas mal insisté là-dessus, mais c'est vraiment se dire que avec cette plateforme, on va pouvoir
intégrer cette circularité dans une roadmap RSE, dans une roadmap stratégique, et donc répondre à ces attentes de circularité des consommateurs. Donc aujourd'hui, 2 cas d'usage sur lesquels je voulais m'arrêter un peu plus en détail. Donc, qui sont deux cas d'usage qui sont aujourd'hui présents hein, chez les marques en question. On a lancé à la fin de l'année dernière Cdiscount Occasion, qui est donc une plateforme d'échange de produits d'occasion au sein de Cdiscount, avec vraiment cette promotion du réemploi et cet objectif derrière de se dire, en partant du même constat, l'occasion demain va devenir extrêmement naturel et ça va être un usage qui est classique. Reprenons la main par rapport à notre base de données qui est aujourd'hui conséquente, en offrant des services supplémentaires. Par exemple, à terme, donner des points supplémentaires aux membres Cdiscount à volonté, des points de fidélité. Donc, d'avoir ce service complémentaire qui permettra de fidéliser et de ramener le consommateur dans son écosystème. Donc, très concrètement, on est une marketplace en marque blanche, c'est-à-dire que quand on est sur le site principal de la marque, on a un onglet occasion qui renvoie sur notre plateforme, qu'on opère intégralement, donc tout ce qui est partie paiement, logistique, tout ça aux couleurs de la marque. Et l'intérêt pour le consommateur, c'est qu'il a l'impression qu'il est resté dans le même, au sein du même site, et donc il a eu une expérience fluide tout le long du parcours. Donc, ce use case chez Cdiscount, il existe chez d'autres marques, encore une fois, en particulier des marques de mode, qui sont celles qui sont touchées en priorité par cette vague Vinted et par l'explosion du marché, avec toujours derrière le même objectif, offrir une expérience plus qualitative, plus fluide, garder ses consommateurs, le fidéliser avec un système de bons d'achat ou de points de fidélité, tout en répondant à cette nouvelle demande d'offres plus durables. Et le deuxième use case qui est un petit peu moins connu, donc je vais peut-être rester un petit peu plus longtemps dessus, c'est un use case retour. Alors, toujours en C2C, donc toujours entre consommateurs, qui est aujourd'hui disponible chez VP avec le modèle suivant, c'est-à-dire que moi, consommateur, plutôt que de retourner mon produit à mes frais à VP, je le mets sur une plateforme seconde chance sur lequel un autre consommateur va pouvoir acheter ce produit. Donc, l'intérêt de l'acheteur 1, c'est qu'il n'a pas les frais retour. L'intérêt de l'acheteur 2, c'est qu'il récupère le produit qu'il n'a pas eu de la première vente et au passage avec un petit discount qui est sponsorisé par VP, car ça coûtera toujours moins cher à VP de sponsoriser cet achat que derrière à avoir à traiter les coûts de logistique inverse, de réintégrer dans les stocks et de se retrouver avec les produits sur les bras. Donc, deuxième cas d'usage, avec exactement la même techno derrière, encore une fois, cette marketplace C2C en marque blanche qui permet de traiter ces allers-retours. Donc, que ce soit les retours un peu en amont du parcours ou la partie occasion une fois que l'achat a réellement eu lieu, on est vraiment dans cette notion de circularité, de réappropriation de ces marchés pour créer de la valeur pour le consommateur, mais également pour le retailer. On l'a souligné tout à l'heure, c'est Paul Adrien qui en parlait, je crois, mais on est vraiment dans une notion de tech for good, c'est-à-dire qu'on est là pour encourager un modèle plus durable, mais un modèle qui soit également pérenne et rentable dans la durée, enfin avec un ROI, parce que sinon, le modèle en tant que tel n'est pas destiné à durer dans le temps. Donc, voilà les deux éléments que je souhaitais vous partager aujourd'hui. J'ai essayé de… alors, voilà, là, c'est tout l'écosystème. Nous, aujourd'hui, on est accéléré chez 50 Partners, Impact, donc, qui est un accélérateur qui a vraiment pour vocation à accompagner les marques qui ont une mission à impact. Voilà, c'est un accélérateur qui nous apporte beaucoup d'un point de vue business et qui nous donne accès à tout son écosystème. On fait partie de Act for Impact, on est Bicorp, je l'ai déjà souligné, et également membre de la French Tech, de Tech for Good France, avec pour objectif donc vraiment de scaler et de développer ce
ce modèle. Alors, dans la mode, c'est là où l'usage est le plus évident, mais finalement, le marché de l'occasion et celui des retours en e-commerce s'adresse et en tout cas concerne énormément de verticales. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir accélérer là-dessus. Merci. Voilà pour moi. J'ai essayé de tenir en 10 minutes. J'espère que j'ai… C'est parfait. Merci beaucoup, Lucie. Nous faisons également partie de votre écosystème qui vous permet justement de pouvoir prendre la parole lors de… C'est pas grave. Je suis là aussi pour ça, Lucie. En plus, d'habitude, il y est. Problème. Donc, on vous permet justement, comme aujourd'hui, par exemple, de pouvoir prendre la parole et sur une thématique bien spécifique. Donc, sachez qu'en tant que participant, vous avez la possibilité de revenir vers moi et de me solliciter sur une thématique particulière que vous souhaitez aborder éventuellement lors d'un prochain webinaire. Donc, concernant les questions, alors, question de Pauline. Est-ce que le pouvoir d'achat ayant baissé et la qualité des produits neufs grande distribution ont influencé l'achat d'occasion? Alors, la pandémie a clairement accéléré l'achat. Donc, on a vu des chiffres sur des plateformes tierces qui ont explosé depuis la pandémie. Tout simplement déjà parce qu'on avait du temps pour faire le tri chez soi et revendre certaines choses. Mais au-delà de ça, la prise de conscience s'est accélérée du fait qu'on ne pouvait plus continuer sur ce modèle de toujours produire plus. Je pense qu'on arrive à vraiment une prise de conscience il faut arrêter sur cette mode jetable. Donc oui, une accélération des usages et du coup en parallèle, une accélération de la prise de conscience des retailers du fait qu'ils devaient s'adresser, en tout cas adresser cette problématique et réfléchir à une manière efficace et rapide de les intégrer à leur propre proposition de valeur. Donc clairement une accélération sur les derniers mois, oui. Merci Lucie. Une autre question de Paul. Quel est votre modèle économique ? Alors, nous, on est sur un modèle SaaS, donc on a un coût de setup qui dépend du niveau d'intégration souhaité et de personnalisation. Et ensuite, une licence qui dépend du nombre de services qu'on peut et du niveau de service qu'on peut proposer et une variable sur volume d'affaires qui est dégressif avec le volume. Merci beaucoup. Une autre question qui était dans le chat. Les retours sont-ils réinjectés dans le circuit ou gaspillés ? Alors, les retours de manière générale, ça dépend énormément des marques, ça dépend énormément des verticales. En tout cas, qu'ils soient réinjectés ou non, il y a un coût qui est très important de retraiter. Dans le cas de la mode, quand les produits sont revendus, il y a des coûts parfois de repassage, de lavage, repassage, remise en état, qui ont de toute façon un coût conséquent en termes de PNL. Donc, sur la mode, certains produits sont réinjectés, d'autres non. Il y a d'autres produits où c'est absolument impossible, des choses beaucoup plus qui prennent beaucoup plus encombrante, des produits électroniques également qui ne peuvent pas être réinjectés en l'état sans un check, une remise en état et un SAV. Donc, tout ça, ce sont des coûts pour les retailers et donc, vraiment, avec cette proposition, nous, ce qu'on leur dit, c'est éviter ces allers-retours, ces remises en état et faites en sorte que les échanges se fassent de manière plus fluide. Merci beaucoup, Lucie. Donc, si vous avez d'autres questions pour Lucie, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions. Elle y répondra par écrit sans souci. Nous allons maintenant laisser la parole à Arnaud pour nous parler, donc Arnaud de Mobillon, pour nous parler de l'allongement de la durée d'usage par le consommateur. C'est à vous, Arnaud. Alors, Arnaud, votre micro est coupé. Pardon, excusez-moi. C'est parfait. Voilà. Alors, à défaut de l'image aussi, parce que je ne sais pas pourquoi, hier tout se passait bien, mais là aujourd'hui, mon ordinateur ne veut pas. Mais au moins, vous aurez le son et la présentation. Donc oui, effectivement, je viens vous présenter dans le cadre de cette économie circulaire de la recherche de solutions, le retour d'expérience de Mobion à travers son activité de constructeur de scooters électriques. Dans ce sujet. Alors par contre, comment fait-on pour la présentation? Pardon, il suffit d'utiliser les flèches sur votre… Ah, parfait, voilà. Merci. Oui, donc du coup, voilà, pour Mobion. Donc Mobion est un constructeur de scooters électriques, j'y reviendrai.
L'intérêt, là, c'était de présenter aussi ce que l'on peut faire dans l'économie circulaire à travers l'allongement de l'usage et la durée de vie des produits. C'est typiquement le cas de Mobion, puisque Mobion fabrique, là, vous voyez en haut, voilà, le scooter électrique Mobion, avec une garantie de 4 ans ou de 60 000 km à l'usage, ce qui est le double aujourd'hui de ce qu'on peut trouver sur le marché, où généralement les produits électriques sont garantis 2 ans. Donc, je ferai un point quand même sur où on en est sur le contexte et les facteurs de développement des nouveaux modèles économiques durables, puisque le contexte va être aujourd'hui est très porteur, malheureusement pour une question aussi de rareté et de rentabilité sur certains marchés. Donc, c'est ça qui est important, je pense, à comprendre. Ça fait depuis plus de 10 ans aujourd'hui, je vous ai remis là, ici, je vous partage l'analyse annuelle, chaque année. Le forum de Davos fait une analyse des risques systémiques économiques mondiaux en fonction de certains facteurs, notamment les facteurs économiques en bleu, les facteurs environnementaux en vert, les facteurs géopolitiques en orange, sociétaux en rouge et technologiques. On a Cap Digital, donc c'est important quand même, en violet. Et ce que l'on voit à travers, là maintenant, plus de 10 ans, c'est que les facteurs sociétaux et environnementaux, qui étaient des facteurs, on va dire, d'influence de l'économie et des risques économiques, deviennent, vous le voyez pour 2020, où tous les facteurs de risque sont au vert, deviennent vraiment des drivers de l'économie, c'est-à-dire que l'importance aujourd'hui que représente l'environnement avec ses composantes géopolitiques et sociales dans les risques économiques majeurs mondiaux. Donc du coup, ceci favorise aujourd'hui, c'est ce qui amène aujourd'hui à ce qu'un modèle économique est complètement éclaté aujourd'hui en plusieurs modèles économiques. Le modèle, on va dire, avec 3 grands pôles, on va dire l'économie verte, l'économie de partage ou l'économie collaborative, et puis l'économie sociale et solidaire. Et dans ces différents modèles économiques, à chaque fois, on essaye de réintroduire justement cette question de durabilité. Alors, ce modèle aujourd'hui est en train, voilà, de se renforcer énormément par un facteur fort, qui est celui, je pense qu'on peut le dater à, voilà, j'ai peu de temps pour l'expliquer, mais on peut le dater à, voilà, au 3e trimestre 2020, avec l'effondrement des marchés du pétrole, non pas parce qu'il n'y a plus de pétrole, comme on dit souvent, mais parce que leur rentabilité n'est plus là pour les marchés financiers. Et du coup, un mouvement de bascule très très fort de tout le secteur énergie vers l'énergie verte, et donc la promotion des énergies renouvelables, et aussi les systèmes de stockage pour pouvoir contribuer à l'essor de cette énergie renouvelable. Et les 2 grands systèmes de stockage aujourd'hui, au-delà des barrages hydroélectriques qui sont historiques, ce sont les batteries et l'hydrogène vert. Donc voilà pourquoi on a ce mouvement aujourd'hui pour l'énergie, mais qui entraîne toutes les filières qui sont fortement dépendantes de l'énergie. Les premières d'entre elles sont la mobilité et l'immobilier, le bâtiment, mais aussi les structures de fabrication. On a parlé là récemment, voilà, de l'agroalimentaire tout à l'heure, ou des vêtements textiles. Ça utilise beaucoup d'énergie et du coup, et de matières premières, en plus des matières premières. Et du coup, toutes ces entreprises, toutes ces filières sont obligées de s'adapter à 2 grands phénomènes, le verdissement, voilà, de l'énergie, ce changement de couple charbon-pétrole vers énergie renouvelable et gaz, et les énergies renouvelables sont en train de prendre le lead. Et l'autre point, c'est justement les modèles de marché qui vont avec. Donc là, moi, je viens vous présenter justement comment Mobion se place dedans, puisqu'on va assister, voilà, à cette électrification d'énergie et à ce verdissement d'énergie là depuis d'une manière très très forte là depuis le début de l'année. Alors, la réponse de Mobion, c'est sur son organisation qui s'inscrit dans l'économie circulaire. D'abord, Mobion voilà, donc, est un fabricant de scooters. Comme je l'ai dit, avec voilà, dans la caractéristique par rapport au marché, c'est de présenter des scooters avec
d'une durée de vie de 4 ans par rapport aux batteries et la conception électronique qui a été faite. Mais pour réaliser ce scooter, c'est que déjà son concepteur, Christian Breuer, a eu à s'intéresser. Donc, il prend un scooter, il se remarque que pour allonger la durée de vie du scooter, il faut quand même travailler sur les accessoires de la batterie, puisque la batterie, aujourd'hui, toutes les batteries viennent, on vend beaucoup d'engins électriques, mais tout est fait en Asie. Donc, il a fallu on va dire, prendre des robots de soudure de l'Asie, donc voilà, pour le faire fabriquer en France, donc à Bordeaux. Et puis, on s'est rendu compte que pour que la batterie fonctionne bien, il fallait aussi revoir l'électronique et vraiment faire une électronique dédiée à la durée de vie de cette batterie, donc pour la prolonger. Donc, ça a été l'obligation de créer aussi une autre structure, une société du côté de Nantes pour fabriquer voilà, toute l'électronique qui est adaptée à la batterie. Et donc, tout cela s'est construit avec le concept de Mobion, qui est celui de la pérennité programmée, qui est finalement l'antithèse de l'obsolescence programmée. Et donc, du coup, d'amener chaque composant à la plus longue durée de vie et au meilleur recyclage et au meilleur réemploi qu'il puisse avoir. Donc ça a obligé, on va dire, voilà, l'entreprise de partir d'une activité voilà, de fabrication de scooters électriques, à développer du coup toute l'ingénierie électronique liée aux batteries et à être lui-même fabricant de batteries et du coup avec, on va dire, 2 autres activités qui émanent de cela, c'est-à-dire l'électrification aujourd'hui des véhicules et le développement de l'activité de stockage stationnaire, ce qu'on appelle l'autoconsommation, donc dans l'immobilier, ou le stockage stationnaire qui permet de relayer, d'absorber, on va dire, la production d'énergie renouvelable, l'électricité issue de ces énergies renouvelables la journée ou quand il y a du vent, ou voilà, quand ça tourne, et de pouvoir la restituer d'une manière lisse, sans à-coup sur le réseau électrique global. Donc ça, c'est dans le cadre justement de développement des énergies renouvelables tout azimut, et surtout depuis voilà, le 3e trimestre 2020. Et conséquence de cela, comme les batteries sont d'une très bonne durée de vie et très stables, ça les rend complètement hybridables avec une autre énergie qui est apparue, qui surprend des fois des personnes, mais qui est celle de l'hydrogène, voilà, qui, lui, l'hydrogène rentre directement en concurrence, voilà, en comparaison, on va dire, plutôt avec l'usage ancien du pétrole. Donc voilà, on a vraiment cette activité, et ce qui est hyper important, voilà, c'est très important, on va dire, pour Mobion, c'est que toute son activité est centrée voilà, sur cette vision de pérennité programmée dans la conception, l'utilisation de ces produits et pour les scooters, y compris leur réemploi après la durée de vie des batteries. Cela dit, elles sont données pour 4 ans aujourd'hui et certaines commencent déjà leur 5e année sans problème. Donc, c'est très important. Pour vous faire un rapport, pour vous faire un petit peu une comparaison, il y a eu un rapport qui a été fait par BYD, qui est un fabricant chinois. Je crois que ça a été rapporté par une étude du Shield Project ou Carbon 4 qui montrait, je crois Carbon 4, qui montrait que les trottinettes avaient une durée de vie aujourd'hui effective de 2 mois dans leur utilisation. Donc, le coût d'énergie à leur fabrication, même si on est dans une économie de fonctionnalité avec location partagée, ne compense pas finalement, n'est pas compensé par leur utilisation. Donc, c'est ça qui est important, c'est qu'aujourd'hui, quand on garde les analyses de cycle de vie, surtout sur l'usage de l'électrique et des batteries, c'est l'usage. C'est l'usage qui est le facteur le plus important pour améliorer l'analyse de cycle de vie des engins avec les batteries. Alors, du coup, c'est au lieu, voilà, c'est un petit peu à l'inverse aujourd'hui de ce qu'on fait dans les entreprises de type, voilà, peut-être start-up. Là, c'est vraiment une PME industrielle. C'est-à-dire que de Mobion France, qui était, voilà, l'entreprise qui développait toute l'ingénierie
électronique liée aux batteries a du coup, s'est mis à développer d'autres sociétés pour porter chacune, voilà, le savoir-faire, puisque au lieu d'avoir simplement le rôle de fabricant de scooters, il a fallu être aussi fabricant de batteries, fabricant donc avec Enertical, par exemple, à Bordeaux, et fabricant d'électronique, d'où l'intérêt d'être à Cap Digital, donc de puissance et de contrôle de ces batteries et des moteurs électriques avec intensité. Et du coup, on se retrouve pour travailler dans l'économie circulaire et l'allongement de la durée de vie à essayer d'avoir un impact sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la production d'un scooter, parce qu'aujourd'hui, tout est fait finalement dans ces usages pour maximiser, on va dire, surtout la rentabilité de ces produits ou leur marge au détriment de leur durée de vie. Et ce qui fait que, voilà, on a des durées de vie d'engins électriques, d'ailleurs, pour ceux qui achètent souvent, voilà, on va dire ce qu'on appelle les EPD, quoi, les équipements de déplacement individuels. On est souvent déçus par la robustesse de ces engins. Parce que ce qui était important, c'est de le vendre, et puis du coup, on en rachètera un parce que c'est pas cher, et ça va contre l'idée de cette pérennité programmée. Donc voilà un petit peu aujourd'hui, on est plutôt, Mobion travaille en galaxie, et puis l'intérêt du coup, ce sont des métiers qui sont très pointus, et donc il faut des personnes qui sont voilà, assez expertes dans ce domaine-là. C'est pour ça que l'organisation, cela s'est reflété aussi sur l'organisation de Mobion, puisque comme vous le voyez sur cette diapo, les sites de production, du coup, sont décentralisés, c'est-à-dire ils sont en région, un petit peu partout, y compris les salariés, c'est-à-dire qu'on est tous en télétravail, et le télétravail est natif. Voilà, c'est inclus dans le modèle de développement de Mobion. On travaille tous à distance, voilà. Certains sont même à l'étranger, voilà, en Asie et même en Italie, donc mais on se retrouve tous à travers le digital. Alors c'est intéressant parce que c'était fait avant le Covid, et quand on voit aujourd'hui que les enseignements sont à 80% faits par le digital et plus que 20% en présentiel, c'était une révolution. À l'époque, on pensait inimaginable, et ça s'applique chez Mobion. Et par contre, alors il y a des sites de production qui sont bien physiques, c'est Bordeaux, Nantes, et puis récemment, voilà, à Guise, dans l'Aisne, pour fabriquer en série les scooters, puisqu'on va passer dans une phase d'industrialisation sur ce sujet. Donc voilà, c'est très digital. Là, je vous ai présenté quand même, c'est là où on avait fait une réunion l'année dernière, mais c'était avant le confinement, donc vous voyez. Mais l'intérêt de ce type d'organisation, c'est de travailler plutôt en bande poisson, donc connecter les uns les autres, même si voilà, on ne se touche pas, voilà, on n'est pas physiquement directement ensemble, mais voilà, il y a une interaction globale sur ce banc de poisson. Ça revoit profondément l'organisation, par contre, de l'entreprise, et le digital le permet aujourd'hui très fortement. Donc le point aujourd'hui, voilà, donc comme vous le voyez, Mobion, voilà, on est passé de fabricant de scooters à pérennité programmée, donc qui nous a obligés à développer l'électronique liée aux batteries, puis le stockage, donc faire des batteries pour le stockage stationnaire. Le tout a obligé à l'entreprise d'investir massivement, parce que là, on est quand même une PME industrielle dans ces cas-là, donc obligé d'investir massivement à chaque fois dans ces développements. Et donc, c'est quelque chose qui consomme beaucoup de capital. Et c'est là où c'est assez important, c'est de se dire quel va être le levier pour réfléchir à une stratégie d'économie circulaire gagnante, puisqu'on voit que cette économie circulaire va s'imposer, parce qu'il y a une limite sur les modèles énergétiques. On est en train d'en basculer, ça entraîne aussi ces questions de limite sur certaines matières premières. Et comment les entreprises vont pouvoir aider à se développer sur le sujet.
Alors ça, c'est pour que les entreprises locales puissent bien se développer dans l'économie circulaire, il y a quand même un point à voir. Je vous ai dressé ici le coût du capital, ce qu'on appelle le coût du capital pondéré. C'est le coût des investissements en capital plus le coût des prêts bancaires, ce qu'on appelle la dette. Et ça, je vous l'ai mis sur le prix, donc le lien entre le coût du capital et le prix. Et là, on voit qu'à partir de 5% de rentabilité du capital, on voit que ce coût du capital est l'équivalent de chacun des prix des coûts des équipements. Là, par exemple, pour une installation solaire, là, du coup, à 5%, le prix qu'on doit payer à celui qui investit est l'équivalent de chacun des postes que l'on a dans l'équipement photovoltaïque. Là, c'est pour des particuliers. Par contre, si on est à 10% du coût du capital, aujourd'hui, on peut rechercher ça sur du capital investissement, là, on voit que ce coût de l'argent est égal à l'ensemble du coût des postes d'investissement. Si on est à 15%, qui est vraiment la rentabilité qu'on peut trouver sur les marchés anglo-saxons, là, du coup, le coût du capital, il dépasse, c'est vraiment le premier poste. Et donc, c'est très important de voir que ce prix, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir diffuser d'une manière pérenne des scooters électriques fabriqués en France à des consommateurs et leur donner les moyens de pouvoir se l'acheter. On voit très bien que le premier poste n'est pas forcément l'achat des matières ou la transformation des matières. Le premier poste sur lequel travaille du coup Mobion avec cette pérennité programmée, c'est la durée de vie de l'appareil. Une fois qu'on l'a, du coup, on l'a payé, mais on va le durer très longtemps, donc ce qui permet de l'amortir déjà sur 4 ans au lieu de 2 ans. Voilà, ça vous diminue énormément le coût d'acquisition. L'autre intérêt, c'est de travailler sur du capital patient. Et Mobion a investi aussi dans une nouvelle société, donc là où je suis aussi actionnaire fondateur, qui s'appelle Energiga, qui va développer du stockage stationnaire. Et là, on a regardé qu'avec du capital donc, local, patient à 5%, on est capable, du coup, grâce à cela, de diminuer de moitié le prix, par exemple, du stockage en France, tout en étant fabriqué en France, avec les mêmes salaires, avec la même fiscalité, sans toucher à ces paramètres, évidemment, qui ne sont pas du ressort d'une entreprise locale. Et simplement, en touchant ce capital, on arrive à diviser par 2 le prix d'accès au stockage électrique fabriqué en France, made in France, dans ce domaine. Et donc, avec aussi une durée de vie qui est doublée. La durée de vie des batteries stationnaires aujourd'hui, donc des batteries pour l'autoconsommation immobilière ou des énergies renouvelables, est aux environs de 10 ans pour les Coréens. Et là, avec ce modèle-là, comme on a du capital moins cher, on peut mieux investir dans la conception des batteries, faire tout le savoir-faire de Mobion. Et du coup, là, on allonge la durée de vie, on la double à 20 ans. Et c'est comme ça qu'on arrive aussi à diminuer ce prix d'accès aux clients divisé par 2. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à lier la compétitivité, l'environnement et le social à travers ce prix et ce coût du capital. Voilà, c'était un retour d'expérience de Mobion sur la contribution à l'économie circulaire par l'allongement de l'usage grâce à un concept qui est né avec Mobion, qui est celui de la pérennité programmée. Voilà. Je vous ai mis le nom et les coordonnées du président fondateur qui est Christian et non moi-même à la fin de cette présentation si vous voulez plus de renseignements. Merci beaucoup Arnaud. On va passer aux différentes questions. Donc une question de Pauline. Est-ce que les composants des batteries ne sont pas aussi, voire plus polluants que les énergies fossiles? Alors là, non, pas du tout. Alors d'abord, en tout cas, c'est la question récurrente que l'on voit partout. Les énergies qu'on utilise, les batteries qu'on utilise aujourd'hui sont des batteries au lithium. Et la famille des lithium, de la famille des batteries lithium est très vaste. Mais il y en a 2 essentiellement. Il y a celle des batteries lithium avec du nickel, du manganèse et du cobalt, surtout utilisées dans les véhicules, dans la mobilité.
Donc, avec le cobalt, avec la variabilité du cobalt, les questions de RSE, quand même, de travail des enfants qui ont été postées sur le travail sur le cobalt, mais ça existe tout autant sur les autres minerais. Hein. Et l'autre famille, c'est du lithium, fer, phosphate. Et c'est cette chimie-là qu'on utilise pour les batteries à usage stationnaire. Donc ça, par contre, c'est très intéressant parce que le lithium n'est pas aujourd'hui un minerai critique en matière de disponibilité. On en trouve aussi en Europe, par exemple au Portugal. Mais surtout, le fer est très disponible en Europe. Et le phosphate, le principal pays, c'est le Maroc. Et quand on regarde les analyses de cycle de vie, donc l'empreinte carbone de ces batteries, ce sont les meilleures de toutes les batteries lithium fer phosphate. Et elles ont, on va dire, une caractéristique supplémentaire, en tout cas une qualité supplémentaire, c'est qu'elles n'explosent pas et elles ne s'enflamment pas. C'est-à-dire que les tests d'incendie qu'on peut voir, par exemple, pour des voitures comme Tesla qui brûlent, qui sont des batteries au nickel, manganèse, cobalt, sont des batteries qui peuvent s'enflammer. On voit, voilà, c'est assez spectaculaire. Là, le lithium fer phosphate, aujourd'hui, a un regain d'intérêt. D'ailleurs, on a été copié par Tesla et Apple. Je dis souvent parce que on s'est basé sur le LFP, alors que tout le monde, on va dire, trouvait voilà, que ces batteries étaient pas moins puissantes, certes, mais pour nous, nettement plus robustes pour une vision en pérennité programmée. Et du coup, c'est d'où leur choix. Et tout le monde y vient. Pourquoi? Parce que comme elles n'explosent pas ni ne brûlent, ce sont vraiment aujourd'hui des batteries qui sont plébiscitées. Et si vous regardez, donc moi j'ai fait toute une revue de biblio sur l'empreinte carbone des batteries LFP, et ce sont celles qui ont la meilleure empreinte carbone de toutes les batteries lithium aujourd'hui. Et je ne parle pas des anciennes batteries, puisque les premières générations de batteries, vous savez, étaient avec des métaux lourds comme le mercure, le cadmium, etc. Ça, c'était dans les années 2000. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu. Donc, les batteries aujourd'hui, en tout cas, voilà, ont des empreintes écologiques différentes. Et par contre, par rapport au pétrole, il n'y a pas photo. Franchement, il n'y a pas photo. Les batteries ont deux avantages. Un, à leur exploitation, évidemment, elles n'ont pas les conséquences sur le pétrole. Je vous renvoie à toutes les pollutions qui existent sur le pétrole, notamment avec le pétrole de schiste en Pennsylvanie, où 10 ans après l'exploitation du pétrole de schiste, on a les premiers cas de cancer des enfants en Pennsylvanie, et je pense qu'il y aura des actions de groupe dans les années futures. L'autre point qu'il y a, c'est que plus vous consommez de la batterie, moins vous consommez d'essence, plus pour on va dire une zone géographique comme l'Europe, moins vous importez de pétrole, et donc mieux vous sécurisez, on va dire, votre indépendance énergétique. Tout l'intérêt pour l'Europe, c'est de ne pas basculer d'une dépendance au pétrole ou au gaz à une dépendance aux minerais, d'où la stratégie de l'Europe de développer à la fois pratiquement à 2 ans d'intervalle et une stratégie sur les batteries et une stratégie sur l'hydrogène. Mais on est bien à travers les questions de batterie sur l'indépendance de l'Europe vis-à-vis du pétrole et du gaz. C'est ça aussi le point fort. Merci. Alors, nous avons encore 6 questions, donc on va essayer de les passer très rapidement. Allons-y. Cyril, les batteries de véhicules ont-elles des similitudes avec les batteries de smartphone? Alors, la fabrication de batteries de smartphone. Alors, je suis pas un hyper expert de la chimie des batteries, mais je dirais oui, puisque c'est des batteries qui sont faites petites et de type avec forte puissance, de type NMC, nickel, manganèse, cobalt. Donc, oui, ce sont des batteries très énergétiques. C'est pour ça que vous trouvez les problèmes d'incendie et dans les smartphones, et dans les ordinateurs, et dans les voitures. Et du coup, si vous voulez vraiment faire demain des batteries, des smartphones plus écologiques, il vaut mieux utiliser la chimie du LFP, et en plus, ce sera plus sûr. LFP pour lithium fer phosphate, pardon. Merci. Une autre question de Vincent. Pourquoi ne Excusez-moi. Je vous en prie. Pourquoi ne développez-vous pas une filière rétrofit? Ah, pardon, je me suis mal exprimé. Alors, le rétrofit comprend l'électrification du véhicule et sa rénovation.
par exemple, on prend une vieille voiture, on va la dérouiller, etc. Donc, il y a les deux ensemble. Le savoir-faire de Mobion, c'est l'électrification des véhicules. Donc, ce soit l'électrification, là, il y a eu des très beaux projets sur l'électrification des bateaux. Voilà, des anciens bateaux à moteur transformés en bateaux électriques. Et Mobion va apporter tout le kit pour électrifier un ancien véhicule thermique en véhicule électrique, que ce soit un avion. Ça a été fait sur des… Là, c'est en cours sur des avions, c'est en cours sur des bateaux, c'est en cours sur des voitures, même des voitures anciennes de collection. Mais la partie rénovation de la voiture, si elle est rouillée, si elle a besoin d'être tapée, là, elle est faite par des carrossiers, par vraiment des automobilistes. Merci beaucoup. Alors, on va prendre une dernière question et Arnaud, je vous laisserai du temps pour pouvoir y répondre à l'écrit, pour pouvoir répondre à l'écrit aux autres questions. Donc, la dernière question de Sabine, avez-vous également intégré dans votre allongement de cycle de vie le reconditionnement des batteries? Oui, notamment quand les batteries arrivent, puisque aujourd'hui, le modèle économique de Mobion, c'est surtout le B2B au niveau des scooters. Et donc, les scooters sont loués. Au pire, je pense que dans le secteur qui est un vrai défi pour les scooters électriques, qui est celui de la livraison, et de la restauration livrée. Et donc, là, les scooters ont la vie dure parce que ça fonctionne tout le temps, etc. Et du coup, au bout de 4 ans, les batteries sont reprises, reconditionnées, pour ensuite être reproposées à la location, par exemple pour des associations. Là, à caractère social, pour l'exemple qu'on est en train de travailler sur le reconditionnement des batteries. Cela ne veut pas dire encore recyclage. Il y a encore du temps avant de mettre les batteries au recyclage. Cela dit, pourquoi? Parce qu'il y a encore beaucoup d'usages qu'on peut faire avec des batteries reconditionnées, surtout quand elles sont bien conçues dès le départ par rapport à la pérennité programmée. Merci beaucoup Arnaud. Je vous laisse le temps de répondre aux différentes questions qu'il reste dans l'onglet questions par écrit. Je me permets juste parce qu'il y avait eu juste une chose, je vois quelqu'un qui a dit vous êtes installé à proximité du Familistère, c'était Vincent Puy, de l'usine Godin, c'est tout à fait ça. Et du coup, il y a un partenariat entre Mobion et même Energiga avec le Familistère pour développer toutes les formations professionnelles nouvelles à l'usine, on va dire, au métier industriel, à pérennité programmée. Donc ça, c'est important parce que je pense que c'était aussi dans la volonté de M. Godin quand il a fait le Familistère. Merci pour ces explications. Donc, je vous laisse le temps de répondre maintenant par écrit aux différentes questions qui vous sont adressées. Merci. Le temps pour moi de pouvoir vous présenter les prochains événements de Picom by Cap Digital. Donc, le prochain événement a lieu cette semaine. C'est un panorama des appels à projets nationaux et aide à l'innovation en Hauts-de-France. Sachez que c'est en partenariat avec BPI France, Euratechnologie, la région Hauts-de-France et HDFID. Donc, je vous invite à vous y inscrire directement sur le lien que je viens de vous envoyer dans le chat. Par la suite, deux autres événements sur le mois de mai. Le mardi 11 mai, la Move Factory, nouvel écosystème digital dédié aux acteurs des nouvelles mobilités. Donc, c'est un site qui a été mis en place par Noroto. Donc, on va vous expliquer les tenants, les aboutissants et on va faire une présentation de cette Move Factory. Le mardi 18 mai, une présentation des offres de services de Cap Digital et de Business France. Donc, je vous en parlais en tout début de session. On va vous mettre en visibilité tout l'intérêt d'adhérer à Cap Digital et à Business France pour vous aider dans l'innovation, le financement, l'accélération et l'internationalisation de vos différents projets. Voilà, pour ma part, j'en ai terminé. Juste un petit point sur la situation un peu compliquée en ce moment. Donc, on est toujours à votre disposition. Vous avez deux moyens de nous contacter via le job form qui s'affiche à l'écran, mais également via l'adresse mail qui s'affiche également à l'écran. On vous recontacte sous 24 heures maximum. Sachez que cette présentation vous sera envoyée à la fin du webinaire, donc aussi bien le replay que la présentation PowerPoint qui s'est affichée tout le long de cette matinée. Voilà.
Il me reste à remercier Laurent, Paul-Adrien, Arnaud et Lucie. Vous pouvez rallumer vos caméras si vous le souhaitez. Merci beaucoup pour votre présentation, pour votre expertise, pour votre temps, pour votre présence. Merci pour tout, en l'occurrence. Ça a été un plaisir de pouvoir collaborer avec vous. C'est toujours un peu frustrant, je sais, de ne pas pouvoir entrer dans les détails de votre solution ou de la thématique. Mais ne vous inquiétez pas, je suis persuadée qu'on va pouvoir collaborer ensemble prochainement pour d'autres thématiques parallèles. Voilà, merci encore. Merci à vous aussi, les participants, d'avoir été aussi présents. Merci beaucoup. Ce matin. Et puis, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très, très bientôt. Arnaud, vous avez encore le temps de répondre aux questions par écrit. À très bientôt. Je m'y applique, merci. Bonne journée à tout le monde. Merci, bonne journée. Au revoir, au revoir.